KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. À table, au dîner de midi, le cousin Jules parla lentement, posément, à sa manière. On évoqua les anciens. Augustin dit qu'il se rappelait la vieille grand-mère. Le cousin s'étonna. Il y avait si longtemps qu'il n'était pas venu. Puis il donna des indications traînantes et non techniques sur la manière dont elle était morte. Il lui était venu comme un mal de jambe, qui était toute noire et faisait comme des écailles. Le vieil oncle aussi se trouva expliquer avec cette même précision incompétente et tranquille. Sa mort fut datée par confrontation avec d'autres événements dont on n'était plus sûr. C'était la veille d'une foire de la Saint-Mathieu, ou plutôt l'avant-veille. Il n'avait jamais voulu prendre la montagne, et c'était après lui que je l'ai prise. Ça fait donc 15 ans maintenant. La cousine Marguerite, sœur du cousin Jules, était morte très jeune, peu de mois après. La tante Agathe aussi, vers le même temps. Elle était portée sur la dévotion. C'est peut-être pour ça que son fils s'était fait curé. Du reste, il y a toujours eu des curés dans la famille, des curés ou des bonnes sœurs. La conversation dévia sur les arrivants, les parents venus de la ville. Alors, il paraît que tu veux entrer professeur, à ce que dit ta mère. Tu seras pensionnaire dans ton école. C'est le gouvernement qui paiera ta pension. Ça te coûte rien. C'est par ici ou à Paris. Et tu sortiras de là, enfin, oui, comme ton père. Puis la question essentielle dont les autres formaient le préambule. Et ils te paieront combien en sortant de là ? La modicité du chiffre lui parut nécessiter quelque consolation. Mais tu as ta retraite, et tu ne seras pas toujours bien occupé. Tu pourras gagner quelques petites choses à côté. J'en ai connu qui donnaient des leçons à des gens qui savaient de quoi. Des gens qui leur donnaient encore la pièce par-dessus le marché, après avoir payé. Ainsi se poursuivait la série des déterminations par lesquelles ce méfiant esprit positif essayait de s'assimiler un état de choses si difficilement intelligible pour lui. Quand furent bu le café et la liqueur de prunelle faite par la cousine, on sortit sur le devant de la porte. Il était 2 heures et la pleine chaleur de l'après-midi. La maison, la vaste grange étable, une autre grange dont le rez-de-chaussée servait de remise et écurie, formaient les 3 côtés d'un carré de cour, pavé de cailloux ronds. La 4e était une murette au contrebas, bordée d'une double rangée de vieux frênes, percés par les 1000 aiguilles du soleil. Jacqueline jouait sans bruit dans leur ombre fauve qui grimpait lentement contre les façades de l'Est. Un bébé dormait en son berceau paysan, de châtaignier brun, menuisier sur le domaine, avec des arceaux pour les rideaux et des planchettes courbes pour le bercement. La vieille Marie de Labro désapprouvait, de tout son museau pointu, qu'on fît ainsi dormir en plein air les petits-enfants. Des raisons d'hygiène motivaient cette opinion, et aussi d'obscures considérations sociales. Le berceau avait bercé le père du bébé, et avant lui son grand-père, et il remontait plus haut encore, recouvrant son utilité à chaque génération nouvelle entre de longs paliers d'oubli. Chacun de ses occupants n'avait jusqu'alors dormi en plein air, comme des bohémiens, qu'on appelait boumians. Le cousin Jules arracha ses hôtes à la contemplation de la cour et à cette muette acrimonie. « Faut aller voir les étables !» Mais M. Méridier, se sentant un peu fatigué, dit qu'il préférait s'étendre dans sa chambre. « Faut pas vous gêner, cousin. Montez que dormir une couple d'heures. Le dimanche tape sur la tête. » Les étables étaient vides, chaudes, immenses et basses, inexplicablement étouffantes, bien que traversées de courants d'air.
D'un bout à l'autre, les petites croisées carrées s'ouvraient sur une longue ligne droite. Les deux vastes portes, pendues à des gonds de charrons de village, béaient et l'on devinait le rauque cri qu'elles poussaient le soir. L'étouffement ne venait pas de l'irrespirabilité d'une atmosphère nullement confinée, ne rappelant en rien l'odeur des pièces closes. Il s'offrait aux narines avec l'air pur, refoulé sans le faire disparaître son intact et aigu oxygène. On étouffait sans savoir pourquoi. Mais le cousin expliqua le mystère. Au-dessus du plafond s'entassait le formidable amas de foin des granges. La puissante odeur de milliards de tiges d'herbe descendait par les innombrables interstices et les incomptables fentes qui fissuraient les antres solives. 150 hectares de bonne terre de fauche respiraient au-dessus des étables. Le cousin Jules tenait, là-dedans, 70 vaches à lait, des bœufs et des taureaux. Il l'expliquait avec précision et indifférence, montrant du menton une série de crèches, formes nouvelles qui commençaient de faire installer. Mais ce n'étaient pas là ses seules bêtes à cornes, il ne comptait pas ce qu'il appelait ses bines et ses mânes. Augustin apprit qu'à côté des bêtes à lait, cheptels, proprement dit des exploitations rurales, d'autres animaux s'achètent au printemps, se revendent à l'automne, et s'engraissent dans l'intervalle sur ces grandes pâtures qu'on nomme traditionnellement des montagnes, dans toute l'étendue des terres d'élevage. Le mot ne signifiait pas, comme Augustin l'eût pensé, escarpement pour alpinisme, avec accompagnement d'aiguilles et de glaciers, mais un vaste pays pastoral de haute altitude, où montaient, pour les estivages, les bêtes tenues l'hiver dans les étables des grands domaines. Une allée et venue d'achat et de vente commençait aux foires de printemps et d'arrière-saison, sur toute la surface des plateaux balsatiques, pour se continuer, par chemins complexes et bifurcations ignorées, jusqu'au marché de Lyon, de Paris, et plus loin encore. Un paysage économique et spéculé pesait sur le paysage naturel. Tous les fumiers se trouvaient maintenant arrangés à la moderne, vers l'autre façade de la grange étable, celle qui donnait sur les prairies. L'herbage présentait là, au ruissellement des eaux et des purins, le dru et puissant velours, le profond vert bleu qu'il y a toujours en bordure des fermes. Les gros souliers graissés du cousin Jules s'enfonçaient dans une souplesse lourde dans l'éponge des prairies. Augustin, qui venait derrière, héritait des bouffées de pipe. Ils décrivirent un assez large circuit pour revenir par l'allée des frênes, d'où s'apercevait tout le développement des terres vertes. Leur surface, variée par des fronces très douces, aussi loin de la végétation primitive, aussi travaillée qu'un parc, ondulait ainsi sur un nombre de lieux dont on ne voyait pas la fin. Comme un renflement léger gauchait une ligne horizontale, un mugissement profond et éloigné pénétrait parfois ce dialogue muet du ciel et des prairies. Quand il cessait, il semblait seulement s'y confondre et s'y assimiler pour en nourrir l'invisible et sereine matière. La noblesse pastorale du grand domaine s'adaptait à la lenteur solennelle d'un jour qui, dans quelques heures, commencerait de jaunir. Une horizontalité interminable absorbait tous les accidents d'altitude moindre, tous les vallonnements, tous les abrupts, jusqu'au hérissement menu des grands lointains, séparés de tout le reste par d'immenses volumes d'espace. Ces couleurs pâles, prolongées à d'infinies distances et dégradées dans le même bleu, maintenaient à ce paysage un degré d'abstraction extrême, une sorte de sensibilité de somnolence dont Augustin savourait le recueillement étincelant. Fumant sa pipe, debout contre ces étendues, le cousin Jules en extrayait ce qui lui convenait, comme un appareil de physique fait son choix dans l'expérience totale. Il y en a pour une quinzaine de jours de cette sécheresse-là. Ça fera baisser les prix des bêtes à l'arrière-saison. J'en sais qui ont rentré la moitié du foin, qu'ils rentraient d'ordinaire. Et vous ? Par ici, ça se remarquera guère. La terre tient l'eau. Les sources ne tarissent pas. J'ai eu mes 1000 chars de foin. J'aurai mes 100 chars de regain comme d'habitude. Il ne regardait pas Augustin.
Il regardait ses propriétés. Il réfléchissait pour lui-même, pour sa terre, pour ses calculs secrets. Il ouvrait sur eux des brèves fenêtres. Parler n'était pour lui qu'une autre manière de réfléchir. Les devoirs de l'hospitalité lui imposant de parler, il ne pouvait le faire que des seuls sujets qui comptaient dans sa vie. C'est une bonne terre. Si ses revenus changent d'une année à l'autre, c'est pas son fait. C'est le fait des cours, autant dire de la terre des autres. Elle recueille, fit Augustin, l'eau des vents d'ouest tombant sur le pays du basalte. Elle a leur richesse en phosphore lavique. Le cousin attendit quelques secondes, puis répondit « Peut-être bien ». Cette indifférence pour le centre même de ses préoccupations stupéfia Augustin. Le cousin Jules était encore plus utilitaire qu'il ne pensait. Les faits tout seuls, les donnaient des sens. Et parmi les explications, celles seulement sur lesquelles son action avait prise, tout ce qu'il pouvait directement ou indirectement manipuler. En dehors d'elles, il accordait aux théories, tant positives que mythologiques, une égale hospitalité. Ce qui était élevage, commerce de bestiaux, économie et législation rurale, il en comprenait les rouages dans la mesure de ses besoins, avec une netteté subtile. Il ébarbait ce qui débordait. C'est l'aîné qui garde le domaine ? S'il peut, fit la sèche réponse. Pourtant le sujet était trop volumineux pour cet exutoire. Le cousin y revint avec une prudence et des tâtonnements qu'Augustin se rappela plus tard. « Ici, dit-il, ça ira peut-être bien tout seul. L'aîné s'est mis curé. Il n'a plus besoin de terre. Les filles sont pour s'en aller. » Est-ce qu'il va venir en vacances ? Le cousin utilisa ce vocabulaire militaire que les ruraux emploient pour toutes les formes de l'autorité. On ne lui donnera pas de permission. Il est quelque chose au séminaire Saint-Sulpice. Sa mère sait la chose juste. Toute vocation religieuse passionnait Augustin, mais bien plus encore dans ce milieu vigoureux et matériel. Comment s'était formée cette âme au don probablement conjoint d'esprit pratique et d'idéalisme ? D'où venait le courant mystique initial ? De quel ancêtre ? Il a dérivé vers ma mère, sans doute Christine et Suzanne, peut-être moi. Comment s'arrangent ensemble ce sens positif et ces tendances religieuses ? Une sorte de clarté expérimentale baignait l'ancien appel. Augustin retrouva les idées qu'exposait M. Rubenson devant la placette de l'évêché sur la nécessité de résoudre le plus possible de questions positives autour des grands problèmes métaphysiques. Le cousin Jules marchait entre de légères ornières dessinées par les chars de foin sur les chemins de prairie. Ses semelles écrasaient en passant de grosses sauterelles. Il semblait à Augustin qu'il comprenait un peu. Ce prêtre avait dû sentir l'action de Dieu aussi simplement que celui-là sentait ses intérêts terrestres. Ni anxiété, ni nuance de décision, ni hésitation entre les destins, ni rien de ce qu'Augustin avait hérité, à dose minime, des complexités de son père. Quelque chose du déterminisme des bestiaux. Dans les deux cas, pour l'abbé et pour Jules, même adaptation immédiate aux données. Mais c'était le donné qui changeait. Des lieux différents, mais le même culte pour ces dieux. L'abbé en pluie devait s'expliquer d'eux-mêmes. L'action divine passait par ces causes secondes. De cette matière première, Dieu faisait ses saints. C'était à l'aube du lendemain. Augustin fut pénétré par une couleur d'un blanc dur, une insistance de la lumière, blessant de moins solides parties de son rêve nocturne. Elle les chassait comme avec le coude, se faisait à chaque expulsion la place plus large, s'annexait d'autres choses de son espèce, appartenant au monde d'où elle venait. Elle conquit ainsi le rugueux du drap de chanvre, une odeur de soleil sur les lessives, des pas sur les planches,
le dur patois de voix forte, bronzée de grand air. Le plein jour entrait, cru, splendide, avec la franchise de 5 heures du matin, par les étroits carreaux de fenêtres dont les fermes de haute terre s'éclairent parcimonieusement. Dans le lit voisin, au lourd acajou enrobé de rideaux, Monsieur Méridier dormait du sommeil écrasé des nerveux quand vient l'aube. Les bruits quotidiens s'organisèrent. Le chœur des coqs et des poules s'éloigna, se morcela, revint par lambeaux, comme les chanteurs contournaient les granges et s'égrenaient dans les prairies. Les attelages de bêtes à cornes poussaient des mugissements graves et magnifiquement vides, contre lesquels les maigres jurons des bouviers éclataient de pensée et de volonté. Le jour changea, perdit son œuf et sa splendeur solitaire, devint le jour ordinaire qui a tant servi, que tout le monde tutoie, chargé de tous les bruits qui entassent les hommes. Augustin s'habilla. Le cousin Jules était déjà parti quelque part, disait-on, du côté des regains. La grande cuisine présentait l'aspect des matinées. Une toile cirée couleur acajou recouvrait le milieu de l'énorme table rectangulaire pour 18 personnes. Hors de ses atteintes, les deux bouts exposaient le bois brun original. Des miettes de pain bis, des pelures de saucisson, des taches de vin et de lait marquaient le pourtour des écuelles à œillères en faïence coloriée. À côté du lait, 10 ou 12 verres à vin grossier et côtelés témoignaient que des hommes buvaient impartialement les deux liquides. Un disque plat de fromage blanc était entamé, comme dans la fontaine. Les poules venaient picorer les miettes de pain à même le plancher, et la vieille Marie de Labro faisait de temps en temps « psh, psh » en agitant ses bras, ce qui les chassait pour quelques minutes. Marie de Labro et Noël portaient la tenue rudimentaire des paysannes. Cheveux plats étendus autour d'une peau rouge lavée au savon, caraco plat serré sur une jupe à raie verticale, mais une cousine Berthe qui venait des villes où son mari achetait de la toile pour son commerce ambulant, levée comme les autres et déjà languissante, portait des dentelles sur sa camisole blanche et des papillotes sur ses cheveux blonds clairsemés. Elle signifiait, par un certain degré d'oisiveté voulue, qu'elle eût pu, si elle avait daigné, se livrer avec la même maestria aux occupations rurales, mais qu'elle était au-dessous de ses rêves et de ses désirs. Le cousin Jules revint, bien après le repas de midi. Il n'était point parti au regain. Tout au contraire, il allait s'y rendre. Les renseignements inverses se trouvaient faux. Ce qui n'avait rien d'étonnant, le cousin Jules n'ayant pas l'habitude de divulguer la direction de ses pas. Au moment où il allait repartir, éclatèrent des bruits associés qu'Augustin commençait de connaître. Aboiements furieux, roulements cahotés, et ces dialogues par onomatopée que les paysans conduisent avec leurs bêtes. Un vieil homme entra, à la barbe annelée, sur laquelle il postillonnait et bavait un peu. Il portait la blouse bleu-noir des fermiers en voyage et le bâton à lacets de cuir. « Voilà mon père Sazera, » dit Jules. Il eut sur le champ sa tasse de café, malgré ses dénégations empathiques et violentes, auxquelles personne ne prit garde, car elles n'étaient que le rite de sa politesse. Elles se changèrent en un air de satisfaction hébété lorsqu'un petit verre eut rejoint le café. Ils employaient ces mots qui ôtent aux non-initiés toute possibilité de comprendre. Les femmes pinçaient la bouche, affectaient d'autres occupations et détournaient les yeux. La cousine Noël se mit à chercher dans le buffet, pour avoir l'air plus absente, des choses vagues qu'elle ne trouvait pas. « Ah, nous faut sortir, » dit le cousin Jules, comme si la matière réclamait à la fois du plein air et un plus strict secret. On parlera en route. On verra où en sont les regains. Augustin exprima le désir de se joindre à eux, s'ils n'embarrassaient pas. « Tu ratelleras, » fit le cousin, bonhomme. « On n'est jamais trop pour travailler. »
Le nouveau venu conduisait sa jument à la main, dans des chemins labourés d'ornières, semés de pierrailles, coupés par l'eau coulant des rigoles. Aucun des hommes ne semblait remarquer l'état de ces chemins. « Enfin, demandait Jules, quand est-ce que le vieux Thomasin vous l'apprendrait ? » ?»« Il apprendra quand je la lui donnerai. »« Alors donnez-la lui. »« Donnez-la lui, il n'aura pas pour 40 000 francs la montagne de Céraud, pour le sûr, elle vaut le double. »« Elle vaut pas le double, dit le cousin conciliant. Mais enfin, 45 000, c'est pas beaucoup. »« Elle vaut le double, fit le vieux d'un entêtement buté et sentimental. L'après-midi restait, comme la veille, limpide et chaud. De furieuses mouches se fixaient sur les bras et piquaient à travers la laine. On les tuait sur place, sans leur faire lâcher prise. Les arbres des haies coupaient les chemins de ferme en compartiments de soleil et d'ombre, et la chaleur paraissait fixée pour un nombre indéfini de jours. Le cousin continuait, hésitant et désabusé. « Je puis pas bien vous dire. Je sais pas si j'aurai l'argent. Ça doit être vendu vendredi matin, dernier délai. Je vous enverrai bien une dépêche la veille, ou le matin. Ah bah, vous savez bien que pour 20 000 de plus, vous feriez la bonne affaire. Faudrait que je trouve crédit jusqu'en novembre prochain, jusqu'à la vente de mes bêtes. Vous en avez pas besoin, bon Dieu. Je peux pas vous dire encore. Je peux pas. » Cette ténacité de cette argumentation frappait Augustin. Le cousin gardait un air bonasse d'indécision dont l'inattendu sautait aux yeux. Le vieux paysan, menant sa jument par la bouche, continuait de bougonner de vagues mots hargneux contre les choses et les destins. À la prairie, au regain, Augustin fut déçu. Il attendait les gais faucheurs au buste blanc, les belles buées d'été bordant des rivières, sur les faux un martèlement cristallin de petites grenouilles métalliques, le lancer sifflant des lames courbes et cette espèce de sommeil qui monte des rythmes. On ne voyait qu'un homme unique, trop haut, tout seul, sur la machine régulière. Au point de rebroussement où mordait l'ombre des haies, l'homme arrêtait la faucheuse, la retournait, l'engageait dans le foisonnement des fleurs de prairie, pour un nouveau découpage de la fourrure froide des herbes. De monosyllabiques onomatopées, en une langue inconnue, régissaient les deux vaches rousses aux membres fins. Elles ne répondaient qu'après quelques secondes d'inertie et de retard, nécessaires à leur profondeur animale pour recevoir la volonté humaine. Le cousin et l'autre paysan considéraient à quelque distance la faucheuse, les andins de regain, l'homme qui se sentait surveillé. Il supputait la différence des coûts avec le salaire des faucheurs. Mais il pensait en même temps à l'autre chose. « Alors, dit le vieil homme, rien d'arrêté ?» Le cousin donna à son indécision un air décidé et final. « Si je puis acheter d'ici vendredi, je vous le ferai savoir. Si je vous fais rien savoir d'ici vendredi midi, c'est que j'ai pas le temps, ou que j'ai pas de quoi. Je peux pas te dire mieux. » « Vous avez bien le temps et le de quoi ?» marmonnait le vieux. Soudain, lyrique, tutoyant, solennel. « Tu la verras passer sous ton nez, la montagne de Céraud. Tu la regretteras. C'est moi, Sazera, qui te le dit. » Puis, quittant le pré, il rejoignit sa jument sur le chemin de ferme. Mais le cousin lui cria dans le dos: « Vendredi midi, je viendrai, dans tous les cas, voir ce qui s'est passé. » Augustin trouva bien inutile cette sorte de dérangement posthume. C'est plus tard qu'il comprit. Le nœud de la chose était là. Le vieux s'en alla de son pas lourd, sans se retourner. Les deux autres reprirent leur marche molle et spongieuse, sur des parties de prairie d'un vert ras, au regain déjà moissonné. Ils pénétraient par des coupures dans des carrés de prés identiques, de l'autre côté des haies. Ça et là, le sol s'humectait d'eau invisible. Le cousin expliquait.
Toutes ces clôtures, ça tient le terrain frais, ça donne de l'ombre aux bêtes. Mais Augustin mit brusquement la conversation sur le sujet qui l'intriguait, cherchant à aborder de biais et par artifice les régions interdites. Les réponses venaient, froides, réservées, chargées de sens sous les mots simples. Il a l'air de bien vouloir vendre sa montagne. Il a besoin d'argent. C'est une bonne montagne ? Très bonne. On dirait que quelque chose l'empêche de la vendre. Il en voudrait plus qu'il n'en trouve pas. Il est comme tout le monde. Mais en trouve-t-il ce qu'elle vaut ? Pour trouver ce que ça vaut, faut pas dire qu'on veut vendre. Pour pas payer plus que ça vaut, faut pas dire qu'on veut acheter. Entre le moins et le trop, il n'y a donc pas d'amateur pour lui donner le juste ? Le cousin Jules avait une attitude paradoxale. Il semblait remuer précautionneusement de grosses affirmations aux manches prédominants et faire tous ses efforts pour ne pas les prendre. La pipe lui était d'un grand secours. Elle servait de ponctuation. Elle marquait les points de suspension, les virgules, mais ne semblait pas adaptée au point final. Il l'enleva de sa bouche. « Si ton père ou toi voulez la lui prendre, je dirais. » C'était la réplique brutale, l'invitation, aussi claire que possible, de se mêler de ce qui le regardait. « Non, nous ne la prendrons pas, » dit Augustin d'un air d'excuse enjoué. « T'as peut-être raison, le vieux Thomasin pourrait te faire monter le prix plus haut que tu n'as le porte-monnaie. » Le point final ainsi placé, le cousin reprit sa pipe. Ils arrivaient à la prairie que la faucheuse avait quittée l'avant-veille. On y chargeait le regain sec. Beaucoup de travailleurs étaient des femmes qui rattelaient autour d'un char. Un râteau-faneur mécanique allait et venait derrière elle. Seul le haut Mestreval, debout sur le char à peu près terminé, maintenait dans ses bras une motte de foin énorme. Il l'insérait par morceaux dans les parties creuses, tandis que ses jambes se dépêtraient l'une après l'autre du regain foisonnant jusqu'à ses hanches. Quand il se redressa, on vit sa poitrine hâlée sous la toile rude, la ceinture de cuir sur son ventre mince et le regard rêveur et animé qui sortait de toute cette force. Comme on lui hissait, d'un beau geste lent, la seconde fourchée, il resta quelque temps à respirer la bouche ouverte, immobile contre l'énorme azur, sans rien d'autre entre son âme et tout ce ciel. Ces deux choses, si simples. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.